Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économiques et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Du même auteur. Économie institutionnelle des transformations agraires en Russie, L'Harmattan, Paris 2003. Economic Science in Question, Other Methodology, History and Research Practices. Course, Infra M Moscou 2016 en russe. Monnaie, Ordres sociaux et sciences économiques. Course Moscou 2021 en russe. Préface. Comment étudier la réalité économique, et plus largement sociale ? Pour moi, presque dès le début de mon activité de recherche, la réponse était évidente. Il faut entrer en contact avec les participants de cette réalité pour obtenir des informations de première main à ce sujet. Le contact peut prendre la forme d'un interview-entretien, d'une observation participante ou d'une recherche-action, Barbier 1996. Tous ces types de contacts passent par l'intermédiaire du langage, de sorte que les informations qui en résultent sont discursives et constituent des textes rédigés d'une manière ou d'une autre. Les résultats de l'analyse de ces textes sont les résultats de la recherche. C'est de cette façon que j'ai mené une étude sur la réalité rurale russe de la fin des années 1980 et 1990. Yefimov 1997, 2001-2003. J'ai appris que cette méthodologie avait une justification philosophique développée dans de nombreux travaux du philosophe britannique Rom Arey, Van Langenhove, 2010. L'application de cette méthodologie à la psychologie a été appelée « psychologie discursive ». Bien qu'il y ait différents types de psychologie discursive, la plupart ont une approche pragmatique du langage et critiquent le cognitivisme de la psychologie contemporaine.
Au lieu de voir l'utilisation du langage comme un reflet des états cognitifs internes des usagers de la langue, les psychologues discursivistes voient la pensée comme étant directement constituée par l'usage de la langue plus petit que plus grand que. Les chercheurs en sciences sociales devraient rédiger leurs travaux de manière à faire apparaître les locuteurs comme les agents de leurs actions. Billig 2009 157. En intervenant en novembre 2010 au séminaire de Rome Arrey à London School of Economics, j'ai appelé mon exposé « Vers une économie discursive, méthodologie et histoire de la discipline économique reconsidérée ». Maintenant, l'analyse des discours peut être effectuée à l'aide d'un ordinateur, mais à cette époque, je l'ai faite manuellement. En lisant les transcriptions des enregistrements d'interviews de plusieurs acteurs, j'ai mis en évidence, codés, les endroits qui racontent différemment les mêmes règles. Je les ai découpés avec des ciseaux, puis j'ai collé ensemble les parties ayant le même code. Ensuite, en analysant les pages obtenues par collage, je formulais déjà dans la langue du chercheur les règles racontées sous une forme ou une autre par les acteurs. Comme je l'ai appris un peu plus tard, cette façon de procéder était une des variantes des méthodes qualitatives appelées théorisation ancrée, grounded theory, Glaser-Strauss, 2017, Bryant-Charmas, 2019. Je ne suis pas seul parmi les économistes à utiliser l'approche discursive. Robert Shiller, professeur à l'université de Yale, a été en mesure d'anticiper l'éclatement de la bulle immobilière américaine de 2007 en utilisant cette approche. Un autre professeur d'économie de l'université de Yale, Truman Bewley, peut-être influencé par son collègue Robert Shiller, a mené une étude dans les années 1990 en suivant une méthodologie discursive, et il a publié un livre intitulé Why Wages Don't Fall During a Recession, Bewley, 1999, dans lequel il a présenté ses résultats. En feuilletant ce livre, vous voyez son caractère inhabituel pour un ouvrage économique. Une grande partie du texte est constituée de citations d'interviews. Alan Kruger, professeur d'économie à l'université de Princeton, a caractérisé ce livre de la façon suivante. Truman Bewley a entrepris de mener un certain nombre d'entretiens avec des dirigeants d'entreprise pour obtenir une représentation théorique, et son projet s'est concrétisé par plus de 300 entretiens avec des hommes d'affaires, des leaders syndicaux et des consultants. Il est vraiment l'intervieweur fortuit en économie. À maintes reprises, il a constaté que les travailleurs se comportaient comme des personnes, pas comme des agents économiques atomistiques et égoïstes. Ces idées feront travailler et enrager les économistes théoriciens et empiristes pour les années à venir. Une section méthodologique très concise, à peine 3 pages et demie dans l'introduction du livre, est d'un grand intérêt, surtout si l'on tient compte du fait que Bewley s'est consacré à l'économie mathématique durant les années 1970 et 1980. Voici 2 extraits de cette courte section. Il serait trop arrogant d'ignorer les témoignages de personnes qui prennent des décisions économiques et qui observent et participent à la vie économique. Faire cela signifierait faire de la théorie économique une religion plutôt qu'une analyse responsable de l'expérience plus petit que plus grand que. Les hommes d'affaires avec qui j'ai parlé ont formulé très clairement leurs pensées. Ils ont beaucoup réfléchi aux problèmes de gestion et étaient capables de les analyser clairement, et ils m'ont dit qu'ils ont appris énormément à partir de leur communication avec d'autres gestionnaires. L'outsider devrait également être capable d'apprendre d'eux comment l'entreprise est gérée, et c'est exactement la connaissance des problèmes personnels auxquels les hommes d'affaires sont confrontés qui fait défaut dans les études sur la rigidité salariale. Bewley, 1999-14. En Europe, John Degbol Martinussen, professeur danois d'économie du développement et de sciences politiques, a également adopté une approche discursive. Dans son livre Policies, Institutions and Industrial Development, Coping with Liberalization and International Competition in India, il décrit son approche de recherche de la façon suivante. En ce qui concerne la méthode et la construction de la recherche reflétée dans ce livre, j'ai essayé de combiner les analyses macroéconomiques et macropolitiques avec une étude détaillée des perceptions et des réactions des acteurs. Cette recherche était basée sur l'examen de déclarations publiques, de documents pertinents, d'interviews des décideurs clés. L'objectif des interviews était d'essayer de trouver comment, a. les politiques étaient élaborées et étaient appliquées en pratique, b.
les politiques et les moyens de leur mise en œuvre ont été perçus par ceux qui étaient impliqués dans la prise de décisions politiques et administratives et la formulation des stratégies des entreprises. Et les organisations et les entreprises qu'ils représentent ont réagi à ces politiques dans la pratique. De Newbold-Martinussen 2001 238. Au début de son étude, Degbold-Martinussen s'est entretenu avec des dirigeants d'entreprises sans trop structurer ses entretiens pour identifier les institutions et les intérêts qui déterminent leur comportement. Sur la base des informations reçues à ce stade du travail, il a construit des questionnaires pour des entretiens plus détaillés avec les personnes qui l'intéressaient. Cependant, il a très vite constaté que les questionnaires avec des réponses préparées à l'avance ne convenaient pas du tout à ce type de recherche. Les dirigeants occupant des postes clés n'acceptaient pas d'être aussi limités dans leurs réponses. Ibidem 241. En fin de compte, les entretiens se sont révélés beaucoup moins structurés et les responsables interrogés ont conduit l'entretien dans une direction jugée plus pertinente pour les questions discutées. Ibidem. Ces deux cas sont tout à fait conformes aux dispositions méthodologiques énoncées dans les 4e et 5e chapitres du présent livre, et s'accorde entièrement avec ma propre expérience de recherche basée sur les interviews. Pourquoi la profession des économistes académiques travaille-t-elle différemment ? Ce livre répond à cette question. 1. De la naissance de l'ordre social monétaire et de l'idéologie de l'individualisme possessif. Il n'est pas suffisant d'appeler l'ordre social existant en Occident depuis plus de 300 ans capitalisme. Dans le cadre du capitalisme, on peut générer des revenus à partir du capital et dans ce sens, le capitalisme existait déjà au Moyen Âge, Ers 2012, mais à l'époque médiévale, l'argent n'était pas la source la plus importante du pouvoir. À la fin du XVIIe siècle, après la soi-disant Révolution glorieuse de 1688 en Angleterre, et surtout après la fondation de la Banque d'Angleterre en 1694, un ordre social fondamentalement nouveau a été créé, dans lequel la bourgeoisie subordonne pour la première fois l'État. Et l'instrument de cette prise de pouvoir par la bourgeoisie a été la transformation de l'institution de la monnaie, Ingham 2004-2020. C'est pourquoi l'ordre social occidental existant depuis plus de 300 ans doit être décrit comme celui dans lequel la possession de l'argent, sorte de coupon universel pour obtenir des biens et des services, et encore plus le droit de le créer et de le contrôler, sont les sources les plus importantes du pouvoir. Je propose d'appeler cet ordre l'ordre social monétaire. L'histoire tricentenaire de l'ordre social monétaire s'accompagne d'une confrontation de 3 siècles entre deux théories de la monnaie, à savoir la théorie considérant l'argent comme une marchandise particulière et celle envisageant la monnaie comme une institution, c'est-à-dire l'ensemble des règles d'interaction. Cette dernière théorie apparaît dans de rares publications, notamment dans les 2 livres de Geoffrey Ingham mentionnés ci-dessus. J'appellerai la théorie de la monnaie, que Geoffrey Ingham développe dans ses 2 livres la théorie institutionnelle de la monnaie, en tant que système comptable des dettes qui comptabilise ces dettes au sein d'une communauté de paiement. La confrontation de cette théorie avec la théorie de la monnaie comme marchandise, remontant à Aristote, a apparemment débuté en Angleterre avec un différend entre John Locke et le secrétaire au Trésor, William Lowndes. Félix Martin, praticien des finances et auteur d'un livre sur l'histoire de la monnaie, donne le commentaire suivant à propos de ce différend. Les origines de la théorie monétaire de Locke résidaient précisément dans sa pensée politique. Pendant 3 décennies, à travers toutes les turbulences de la Restauration, de la crise de l'exclusion Bill et de la Glorieuse Révolution, Locke s'était efforcé sans cesse de démolir les références intellectuelles de la monarchie absolue et d'obtenir les revendications du libéralisme politique et d'un gouvernement constitutionnel. Au centre de son système philosophique se trouvait l'axiome selon lequel les droits de propriété de l'individu existent par nature, et non par approbation souveraine. Ce principe était le fondement sur lequel Locke s'appuyait pour défendre les libertés civiles, contre la violation de celles-ci par le pouvoir absolu, et c'était la base idéologique du nouveau régime de gouvernement constitutionnel. Il ne faisait aucun doute que l'argent, l'un des types de propriété le plus important de toute évidence, ne pouvait pas être exclu de ce raisonnement. La théorie de la monnaie a dû être adaptée à cette nouvelle philosophie de la politique. Le postulat de Lowndes
et les enseignements des savants de l'époque, selon laquelle la valeur de l'argent d'un Anglais n'était rien d'autre qu'un produit de l'action de l'autorité du souverain, impliquait que l'individu vit simplement à la merci du prince, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait une compétence ou qu'il soit mendiant, qu'il soit un homme libre ou chargé de faire selon son bon vouloir. Tout le système philosophique de Locke avait été conçu pour prouver que l'existence d'un tel pouvoir absolu et arbitraire du souverain sur son peuple était non seulement injuste, mais contre nature. La puissance de ces arguments avait convaincu l'époque, et avec la Glorieuse Révolution et la Déclaration des droits, ils avaient transformé la Constitution anglaise. La proposition de Lons de déprécier la monnaie était un cheval de Troie qui ne pouvait en aucun cas être autorisé à entrer dans la forteresse idéale du libéralisme politique. Martin 2013, 131 à 132. La théorie considérant l'argent comme une marchandise particulière et celle envisageant la monnaie comme institution sont toutes deux directement liées à la question de savoir qui crée la monnaie. Pendant près de 3 siècles, la théorie de l'argent comme marchandise cachait le fait qu'une partie importante de la masse monétaire était créée par les banques privées par l'octroi de crédit. C'est seulement tout récemment que beaucoup de banques centrales déclarent cette vérité, et notamment la Banque de France annonce maintenant ce qui suit. La monnaie est pour la plus grande part créée par les banques commerciales lorsque des agents économiques empruntent pour financer leurs activités. Voici comment cette dernière décrit sur son site le débat théorique sur la création monétaire. S'il est admis aujourd'hui que les crédits font les dépôts, c'est le système bancaire qui est à l'initiative de la création monétaire. Le contraire a été défendu jusque dans les années 1970 par nombre d'économistes, sous le nom de théorie des réserves fractionnaires. Les dépôts de certains clients de la banque seraient un prérequis pour tout octroi de crédit à d'autres demandeurs. En d'autres termes, les dépôts précéderaient toujours les crédits. Cette théorie, qui a pu par le passé être vraie pour certaines banques, ne correspond plus à la réalité. Par un simple jeu d'écriture, un crédit devient immédiatement un dépôt, et cette écriture comptable vient gonfler la monnaie en circulation dans l'économie. C'est le besoin de financement des agents économiques qui est à la source de la création monétaire. Cette dernière accompagne ainsi l'activité économique. Les crédits des banques commerciales sont donc la source directe des dépôts, et non le contraire. Je ne serais pas surpris que cette constatation soit inattendue pour beaucoup. Les destins de l'ordre social monétaire et de la discipline économique sont étroitement liés et s'influencent mutuellement. Comme Joseph Stiglitz l'a remarqué à propos du cas américain, pour réussir à réformer leur économie, peut-être les États-Unis doivent-ils commencer par réformer leur science économique. Stiglitz, 2010, 421. Un autre économiste américain, Robert Reich, ancien secrétaire d'État à l'emploi sous la présidence de Bill Clinton, écrit dans son livre Supercapitalism, The Transformation of Business, Democracy and Everyday Life, 2007, le capitalisme est devenu plus sensible à ce que nous voulons en tant qu'acheteurs individuels de biens, mais la démocratie est devenue moins sensible à ce que nous voulons ensemble en tant que citoyens plus petits que plus grands qu'eux. En conséquence, les consommateurs et les investisseurs ont accès à un plus grand choix et à de meilleures offres, mais les institutions, qui étaient censées répartir la richesse et protéger ce que les citoyens appréciaient en commun, ont commencé à disparaître. Des entreprises géantes qui ont dominé des industries entières se retirèrent, et les syndicats diminuèrent. Les organismes de régulation s'altérèrent. Les PDG ne pouvaient plus être considérés comme les hommes d'État de leurs entreprises. Et comme l'intensification de la concurrence entre les entreprises débordait sur le domaine de la politique, les élus sont devenus moins préoccupés par les administrations et les communautés dans leurs circonscriptions, et plus préoccupés par le fait d'attirer de l'argent pour leur campagne. Les lobbyistes ont envahi Washington et d'autres grandes villes pour influencer les lois et les règles qui leur donneraient un avantage concurrentiel, ou éviteraient un désavantage concurrentiel, par rapport aux concurrents, en exerçant une influence de plus en plus grande sur la prise de décision. Ainsi ce supercapitalisme a remplacé le capitalisme démocratique. Reich, 2007, 5, 7. Un autre professeur américain, James Angresano, en est venu à la même conclusion. En 2016, il publie un livre sous le titre A Corporate Welfare Economy, ce qui peut être traduit comme l'économie du bien-être des grosses entreprises. Il y écrit :
j'ai consacré ma carrière universitaire à la comparaison et à l'analyse des économies. Au cours des dernières décennies, je suis de plus en plus agacé par le raisonnement sans fin selon lequel l'économie américaine était une économie de marché libre, alors que la réalité était complètement différente, plus petit que plus grand que. Cette économie est très différente de l'économie de marché libre, car elle est caractérisée par des politiques et des règles qui sont en grande partie façonnées par les lobbyistes des grosses entreprises et les médias détenus par celles-ci. Par conséquent, les résultats du marché sont falsifiés en faveur d'un petit pourcentage des Américains les plus riches, plus petits que plus grands qu'eux. Le terme économie de marché libre est souvent utilisé pour décrire l'économie américaine par les médias d'information typiques, en particulier s'ils reproduisent des entretiens avec des dirigeants de grosses entreprises, des consultants ou des économistes orthodoxes. Cette répétition constante a conduit la plupart des Américains à croire que l'économie de libre marché existe réellement, et que la principale menace pour la poursuite d'une telle économie est l'intervention du gouvernement. Angresano 2016, IX 5. La notion d'ordre social monétaire que j'ai introduite est en grande partie parallèle à celle de l'économie du bien-être des grosses entreprises, de J. Angresano. En lisant les déclarations ci-dessus de Reich et Angresano, on pourrait penser que l'Amérique dans le passé était différente. Mais ce n'est pas le cas. Le fait que le système démocratique américain ait été créé dès le début par les riches pour les riches est démontré par le célèbre historien américain, Charles Beard, dans son livre « Une interprétation économique de la Constitution des États-Unis », Beard 1913. Beard caractérise la Constitution des États-Unis comme l'incarnation des intérêts économiques de la classe dirigeante américaine. Après avoir analysé les intérêts économiques des 55 participants à la Convention de Philadelphie de 1787 qui a élaboré la Constitution des États-Unis, Beard a conclu qu'elle reflétait la volonté de 4 groupes: le capital financier, les détenteurs de la dette publique, les industriels et les milieux commerciaux. À la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire 100 ans après l'adoption de la Constitution américaine, Moisey Ostrogorsky a fait une investigation détaillée du fonctionnement de la démocratie américaine. Et voilà ce qu'il a vu. Les corporations ont acheté en gros et en détail de la législation, de la protection ou des faveurs de toutes sortes. Des hommes riches achetèrent d'une manière plus ou moins déguisée des sièges dans la Haute Assemblée législative, se procurèrent des postes de ministres, d'administrateurs. Il parut que rien ne pouvait résister à une bourse bien garnie, que l'argent était maître dans la République, plus petit que plus grand qu'eux. On pouvait acheter les membres d'une classe dirigeante pourrie, de hauts dignitaires de l'État, voire des tribuns du peuple, mais comment acheter le peuple lui-même, tout un peuple souverain? Ostrogorsky 1993 635. Il donne la réponse suivante à cette question. L'organisation de partis aux États-Unis offrit la solution de ce problème. Tous les corrupteurs qui cherchent à exploiter le pouvoir de l'État pour leurs fins égoïstes n'ont qu'à confondre leurs intérêts avec ceux de l'organisation de partis qui a reçu en dépôt les consciences des membres du souverain. Ils n'ont qu'à se faire ces bailleurs de fonds, ibidem. Je définis l'ordre social monétaire occidental comme un ordre social avec le pouvoir sans partage de ceux qui produisent et contrôlent la monnaie, capitalistes financiers, ainsi que ceux qui l'utilisent pour embaucher des travailleurs, capitalistes industriels. J'emprunte l'histoire de l'émergence de cet ordre social, mise en place à la suite de la Révolution glorieuse anglaise de 1688, à un livre du sociologue britannique Geoffrey Ingham précédemment mentionné, livre intitulé « La nature de la monnaie », Ingham 2004. Avant l'émergence d'États forts, il y avait certaines limites sociales et politiques à l'expansion de la monnaie créée par le crédit. L'espace monétaire essentiel pour assurer une véritable sphère d'échange impersonnel était en fin de compte soutenu par les États. Les États étaient les arbitres ultimes de cet espace en tant que plus grands payeurs et bénéficiaires des paiements, et en tant que décideurs de ce qui était acceptable pour le paiement des impôts. Ils ont créé des espaces monétaires qui englobaient et intégraient des groupes sociaux dont l'interaction reposait précédemment sur certains liens sociaux, ou des intérêts économiques spécifiques. Tant que l'argent créé par le crédit privé n'avait pas été intégré dans le système financier des États qui assurait une juridiction et une légitimité sûre, on peut affirmer qu'il s'agissait d'une impasse en termes d'évolution de la monnaie.
Ibidem 122. À la fin du XVIIe siècle, deux formes de la monnaie, le crédit privé et les pièces métalliques émises par l'État, étaient disponibles, mais inégalement réparties dans toute l'Europe. Cependant, elles étaient encore séparées, et leurs producteurs respectifs, à savoir les États et les commerçants, étaient encore en conflit. La structure sociale et politique de l'Angleterre a favorisé l'intégration de divers intérêts liés aux différents types de monnaie. Dans le même temps, l'équilibre des pouvoirs était tel qu'un compromis et une répartition de la souveraineté monétaire sont devenus possibles. Mais Geoffrey Ingham estime que l'apparition de cette monnaie hybride, les pièces métalliques souveraines et les billets de change privés, n'était pas inévitable. Comme toujours, certains événements se sont avérés décisifs pour éloigner l'État du contrôle monopolistique des émissions de monnaie, Ibidem 126 à 127. Avant la guerre imminente avec les Hollandais, le revenu annuel de la couronne anglaise était inférieur à 2 millions de livres et les dettes s'élevaient à plus de 1,3 million de livres, et Charles II a cessé de payer ses dettes. Ce fut un événement crucial dans le rejet de l'absolutisme anglais par la bourgeoisie marchande londonienne. Cela aboutit en 1688 à la Glorieuse Révolution. L'invitation du Néerlandais Guillaume d'Orange à envahir avec son armée l'Angleterre et à revendiquer le trône. Empêcher toute répétition du défaut de paiement était la principale considération qui a poussé le Parlement anglais à placer le roi néerlandais sur le trône par sa décision constitutionnelle de 1689. Tout d'abord, on a délibérément accordé à Guillaume des revenus insuffisants pour couvrir les dépenses normales, et par conséquent il a été forcé d'accepter sa dépendance du Parlement pour obtenir des fonds supplémentaires. En outre, avec l'approbation de Guillaume lui-même et sur les conseils de ses conseillers financiers néerlandais, le gouvernement a adopté des emprunts à long terme. Cela a été financé en allouant des recettes fiscales spécifiques pour le paiement des intérêts. Les créanciers de l'État ont été choisis parmi les marchands de Londres, qui ont soutenu la proposition de créer en 1694 la Banque d'Angleterre, afin de continuer à développer un peu plus le système financier. Ils ont fourni 1,2 million de livres en tant que capitaux propres de la banque, qui ont ensuite été prêtés au roi et à son gouvernement avec un intérêt de 8% l'an, ce qui devait à son tour être couvert par les recettes douanières et les recettes d'accises, Ibidem 127. En fait, la Banque d'Angleterre, détenue par des propriétaires privés, a transformé la dette personnelle du souverain en dette publique et finalement en monnaie nationale. Le fondement de cette transformation dans la production sociale de la monnaie a été un changement dans l'équilibre des pouvoirs, qui s'est exprimé dans le concept juridique de la souveraineté de la monarchie constitutionnelle appelé le roi dans le Parlement, King in Parliament. Concept qui consiste à partager le pouvoir entre le roi et le Parlement. C'est ainsi qu'en Angleterre l'institution capitaliste de la production de la monnaie par l'octroi de crédit, ainsi que l'équilibre des intérêts économiques et politiques qui la sous-tend, commencent à prendre forme. L'État était financé par les prêts d'une puissante classe de prêteurs qui sont passés par l'intermédiaire de la Banque centrale. Chacun avait un intérêt dans la survie à long terme de l'autre. La fusion des deux types de monnaie, à savoir la monnaie papier privée et la monnaie publique sous forme des pièces, fut rendue possible en Angleterre par un règlement politique et le rejet de la souveraineté monétaire absolutiste. Cette fusion a permis de résoudre deux problèmes importants rencontrés dans les applications précédentes de la technologie sociale de la monnaie créée par le crédit. La monnaie privée sous forme d'un billet à ordre s'est élevée du niveau d'un réseau commercial privé à un niveau supérieur incluant un espace monétaire plus large et plus abstrait basé sur la confiance impersonnelle et la légitimité, Ibidem 128. Le monarque a perdu le contrôle absolu sur la monnaie, contrôle qui était maintenant exercé conjointement avec la bourgeoisie. Contrairement à la relation de fait et informelle existant en France au XVIe siècle entre les pièces royales frappées et les billets à ordre, l'intégration de l'État anglais sous deux formes a permis le développement de la monnaie créée par l'octroi de crédit. Les pièces de monnaie et les billets de banque sont devenus finalement liés par une convertibilité formelle dans laquelle les billets étaient échangés contre des pièces en métaux précieux. Ce caractère hybride du système des deux formes monétaires est le résultat d'un compromis dans la lutte pour le contrôle, qui, comme indiqué précédemment,
a finalement abouti à un accord mutuellement bénéfique, ibidem 129 à 130. Dans ce système, la Banque centrale a un accès direct à la promesse de paiement la plus demandée, à savoir la promesse de l'État de payer ses créanciers. L'argent imprimé par la Banque centrale est au sommet de la hiérarchie des promesses dans ce système monétaire, ibidem 130. C'était le début de l'ordre social, que, comme indiqué plus haut, je propose d'appeler ordre social monétaire, où la possession de l'argent et encore plus du droit de le créer et de le contrôler est la source la plus importante du pouvoir. Ce que D. North, J. Wallis et B. Vainga North Wallis Vainga 2010 ont appelé l'ordre social d'accès ouvert est en fait un ordre social monétaire. En réalité, l'accès à de nombreuses possibilités au sein de cet ordre s'ouvre uniquement à ceux qui détiennent ces tickets universels que sont l'argent. Revenons à John Locke, qui fut l'idéologue de l'ordre social monétaire. C'est lui qui a introduit le concept des lois naturelles qui opèrent dans la société, et qui était à la base de l'économie politique classique, et à laquelle le courant dominant de la discipline économique actuelle continue implicitement de s'adresser. Locke déduit l'existence de ces lois de la volonté divine, Locke 1986. Le sociologue Pierre Rosanvallon, auteur du livre « Le capitalisme utopique. Histoire de l'idée de marché », décrit ainsi l'essence de l'idéologie développée par Locke. Le deuxième traité du gouvernement civil est en effet une virulente critique du pacte de soumission. Cette critique de Locke s'appuie d'abord sur une radicalisation de la rupture avec les théories du droit divin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.